Alors aujourd'hui, on plonge dans un des plus grands défis de la philosophie, la critique de la faculté de juger de Kant. Faut savoir qu'au cœur de cette œuvre, il y a un vrai problème, un gouffre que Kant a lui-même créé. La grande question, c'est comment a-t-il bien pu essayer de le combler? Allez, c'est parti, on explore ça ensemble. Bon, pour bien comprendre, il faut imaginer deux univers parallèles. D'un côté, on a le monde de la nature. C'est l'univers physique, celui qui est gouverné par des lois de cause à effet implacables. C'est le monde de ce qui est, une sorte de gigantesque mécanisme d'horlogerie. Et puis, de l'autre côté, il y a notre monde intérieur, le monde de la liberté. C'est le domaine de la morale, là où on agit non pas par nécessité physique, mais par devoir. C'est le monde de ce qui devrait être. Le problème, c'est comment ces deux mondes, qui semblent n'avoir rien en commun, peuvent-ils bien coexister en nous? Et voilà la question centrale. Comment est-ce possible? Comment un être humain qui a à la fois un corps physique soumis aux lois de la nature et un agent moral libre peut-il exister? Comment notre liberté, nos choix moraux, peuvent-ils avoir le moindre impact dans un monde qui semble totalement déterministe? Kant a vu ce problème, il l'a appelé le grand fossé. Et toute sa troisième critique, c'est sa tentative de construire un pont audacieux pour enfin relier ces deux rives, pour qu'on puisse enfin se sentir chez nous dans l'univers. Alors, comment on construit ce pont? Le premier pilier, c'est le jugement esthétique. Pour Kant, tout part d'une redéfinition totale de ce qu'est la beauté. Et attention, c'est sans doute très différent de l'idée qu'on s'en fait d'habitude. Pour ça, Kant nous demande d'être précis. Regardons un peu. Il y a d'abord l'agréable. L'agréable, c'est simple, c'est ce qui nous fait plaisir physiquement, ce qui satisfait un désir, un bon gâteau par exemple. C'est purement sensoriel. Un animal peut aussi le ressentir. Tout à l'opposé, on a le bien. Le bien, on l'estime, on le respecte pour sa valeur morale ou son utilité. Et puis, coincé entre les deux, il y a le beau. Et le beau, c'est vraiment spécial. Ça ne fait que plaire. Mais attention, sans aucun intérêt personnel. C'est un plaisir qu'il appelle désintéressé. Et c'est là que ça devient complètement révolutionnaire. Pour Kant, un vrai jugement sur la beauté, ça doit être désintéressé. Alors, désintéressé, ça ne veut pas dire qu'on s'en moque, au contraire, ça veut dire que notre plaisir n'est lié à aucun besoin, à aucun désir, à aucun but pratique. Par exemple, si on regarde un paysage en se disant « Ah, je pourrais construire une maison ici », ou un tableau en pensant à sa valeur marchande, ce n'est plus un jugement esthétique pur. Le vrai plaisir esthétique, c'est une faveur, comme il dit, un plaisir libre. D'accord, mais qu'est-ce qui provoque ce plaisir si particulier? Kant a une formule un peu étrange pour ça. La finalité sans fin. Prenons un exemple tout simple. Une fleur, une tulipe. Quand on la regarde, on a l'impression que tout est parfait. La forme, les couleurs, tout semble organisé, comme si elle avait été conçue dans un but précis. Mais quel but, au juste? On ne peut pas lui en assigner un. Elle n'est pas utile au sens strict. Elle a l'air d'avoir une finalité, une intention, mais sans qu'on puisse mettre le doigt sur sa fin, son objectif. Et c'est justement ce jeu, ce libre accord entre notre esprit qui cherche un but et notre imagination qui contemple la forme, qui produit le plaisir du beau. Et ça nous amène à un point crucial. Pour Kant, la plus haute forme de beauté, c'est celle de la nature. Il donne un exemple génial pour ça. Imaginez, on se promène, on entend un chant de rossignol absolument magnifique. C'est un pur moment de plaisir esthétique. Mais là, on découvre que ce n'est pas un oiseau, c'est un gamin caché dans les buissons qui l'imite à la perfection. D'un coup, tout l'intérêt, tout le charme s'évanouit. Pourquoi? Parce que ce qui nous fascine dans la beauté naturelle, c'est qu'elle nous donne l'impression d'une harmonie qui nous dépasse. C'est un indice que le monde de la nature n'est pas juste un tas de cailloux et de matière, mais qu'il y a quelque chose qui résonne avec notre propre esprit. C'est la première pierre du pont en quelque sorte. Ok, on a la première partie du pont. Passons maintenant au deuxième pilier, le jugement téléologique. Oula, mot compliqué. En gros, ça concerne notre tendance quasi irrésistible à voir des buts, une finalité dans la nature. Prenons une ruche. C'est tellement parfait, tellement bien organisé. On pourrait se demander si ce n'est pas une œuvre d'art, non? Là encore, Kant nous demande d'être subtil. Une ruche, dit-il, c'est le produit d'un instinct, pas d'une réflexion. Une montre, elle, est bien faite dans un but, mais ces pièces ne se créent pas entre elles. L'horloger les assemble. Un organisme vivant, par contre, c'est ce qu'il appelle une fin naturelle. Prenez un arbre. Les feuilles nourrissent les racines permettent aux feuilles de pousser. Chaque partie existe pour l'autre et par l'autre. Le tout s'organise lui-même. C'est une forme de causalité complètement unique qu'on ne trouve que dans le vivant. Et c'est ça le point décisif. Attention, Kant ne dit pas qu'on peut prouver scientifiquement qu'il y a un but dans la nature, non. Notre approche scientifique normale, c'est de chercher des causes mécaniques. Ça, c'est le jugement déterminant. Mais il dit que, face à un être vivant, cette approche ne suffit plus.
Pour vraiment le comprendre en tant que totalité, on est forcé de le penser comme s'il avait un but. C'est ce qu'il nomme le jugement réfléchissant. Ce n'est pas une affirmation sur la réalité, mais une sorte de nécessité de notre propre esprit pour donner du sens au vivant. Bon, on a nos deux piliers, le jugement sur le beau et le jugement sur la finalité. On arrive maintenant à la clé de voûte, ce qui va tout connecter. Comment est-ce que tout ça nous relie à notre dimension morale? La réponse de Kant est surprenante. Elle se trouve dans une expérience encore plus forte que celle du beau, l'expérience du sublime. Le beau, c'est un plaisir paisible, harmonieux. Le sublime, c'est tout l'inverse. C'est ce sentiment presque violent qu'on ressent face à une tempête en mer, une chaîne de montagnes gigantesques, ou le ciel étoilé dans toute son immensité. Face à ça, notre imagination panique. Elle est complètement dépassée. Elle n'arrive pas à saisir le tout. Et c'est là que Kant est génial. Pour lui, c'est justement dans cet échec de nos sens, dans cette défaite de l'imagination, que quelque chose de supérieur s'éveille en nous, notre raison. Cette citation de Kant le dit magnifiquement. Le sublime, en fait, il n'est pas dans la montagne ou dans l'océan, il est en nous. Au moment où nos sens jettent l'éponge, où ils sont incapables de représenter l'infini, l'absolu, on prend conscience qu'on a en nous une faculté qui, elle, en est capable, notre raison. C'est elle qui nous permet de penser des idées comme l'infini, la liberté, Dieu, la loi morale, des choses qu'on ne pourra jamais voir ou toucher. Le sublime, c'est donc ce moment incroyable où l'on ressent la supériorité de notre propre nature morale sur le monde physique. Cette autre citation que Kant aimait beaucoup capture parfaitement ce sentiment. Cet effroi, cette humiliation de nos sens face à l'immensité de la nature, c'est, paradoxalement, ce qui nous élève. On réalise tout à coup qu'en tant qu'être capable de penser cette immensité, on est, d'une certaine façon, au-dessus de la nature, même si physiquement, elle peut nous anéantir en une seconde. Alors, si on résume, comment ce pont est-il construit? D'abord, la beauté dans la nature nous chuchote que le monde n'est pas juste un chaos, qu'il est comme fait pour être compris par notre esprit. Ensuite, la finalité qu'on perçoit dans les organismes nous suggère que la nature n'est pas qu'un mécanisme aveugle. Et enfin, le sublime, c'est le coup de grâce, il connecte directement l'échec de nos sens au triomphe de notre raison morale. Le pont est complet. Et au bout du compte, ce pont que Kant a bâti, il a une fonction essentielle. Il valide notre expérience humaine la plus profonde. Ce sentiment d'émerveillement devant un paysage, cette intuition que la vie a un sens, ce ne sont plus de simples illusions pour Kant. Ce sont des moments clés, des moments précieux, où le monde de la nature et notre monde moral entrent en parfaite résonance. Des instants qui nous permettent enfin de nous sentir à notre place, de nous sentir chez nous dans l'univers. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Dans nos propres vies, que ce soit face à l'art, à la nature, ou même face à une action humaine, où est-ce qu'on trouve ces indices, ces moments de beauté pure et désintéressée? Où est-ce qu'on ressent ces éclairs de sublime qui nous rappellent qu'on est bien plus qu'un simple rouage dans la machine de l'univers? La réponse, finalement, Kant nous dit qu'elle est en nous, dans notre incroyable faculté de juger.